Je commence à penser un peu au spectateur dans le désir de me suivre un peu. Et quand j'oppose, c'est une séquence qui s'appelle Fake News, une journaliste de LCI, TF1, qui est copain. Et puis après, la même chez elle, qui écoute quelque chose que lui dit son amant ou sa mère ou sa petite fille. C'est tout. C'est tout, quoi. Et pourquoi ça Au s'appellerait... spectateur à voir s'il sent une différence. L'un qui s'appelle Virus des infos et l'autre simplement, puisque c'est un titre d'un de mes films, Vivre sa vie. Et pourquoi ça s'appelle Fake News, cette séquence? Ben parce que c'est du domaine public aujourd'hui. La fausse nouvelle? La fausse nouvelle n'est pas telle fausse nouvelle, elle est fausse nouvelle. Il y en a une qui est ancienne, la speakerine, et une qui est toujours nouvelle. Tout ça, c'est... On ne peut pas synthétiser d'un mot ou d'une phrase. Ça, la langue ne le permet pas. C'est-à-dire de pouvoir... Ou le permet trop. C'est de pouvoir dire ce qui est faux et ce qui est juste. D'avoir un sentiment de quelque chose qui est peut-être vrai. C'est pas faux. C'est... Atomiquement, c'est pas faux. Oui, atomiquement. Atomiquement. Mais l'autre, même atomiquement, elle est pas même... C'est pas les mêmes atomes. De nouveau, là, une sorte de vérité scientifique. Non, parce que j'y crois pas vraiment. Parce qu'on n'a pas trouvé d'un seul coup. Galilée n'est pas venu au temps de Socrate. Encore que... Mais voilà. Non. Et du coup, la discussion, par exemple, là, tous les soirs, on a le droit d'avoir des discours. C'est très difficile de discuter avec un bon scientifique de la langue, de l'approche. C'est très difficile. C'est très difficile de discuter sincèrement avec ses manques et avec ses manques aussi. Comme ça. C'est très difficile. Ou ça n'intéresse pas. Aujourd'hui, on ne peut pas... J'ai peu de souvenirs, bien que j'ai fait en tout 3 ou 4 ans d'hôpital, peut-être moins. J'ai très peu de souvenirs de médecins avec lesquels j'ai pu discuter de mon cas. Je pensais que ça ne l'intéressait pas, mais en même temps, il a trop. Il a trop qu'il soit interne, ou ceci, ou cela, ou juste un anesthésiste, ou juste un brancardier, comme ça. Avec cela, on peut discuter, parce qu'ils sont plus humbles. Mais avant, pas. Parce qu'ils ont moins peur. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir. Le brancardier, c'est pas son travail. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir, de montrer d'impuissance en ne vous guérissant pas. Il a peur de parler, le médecin. Oui, mais des moments, c'est pas peur de ne pas pouvoir guérir. Il n'a pas à avoir peur de ne pas pouvoir guérir, c'est parce qu'il a son serment de je sais pas quoi, il ne doit pas obéir au serment. Mais Bougliakov, dans son journal, quand il était médecin, il disait la peur, quand des gens venaient avec des maladies très très graves, il disait, mon Dieu, pourvu qu'ils partent, qu'ils ne reviennent pas. Parce que je ne pourrais pas les guérir, je ne peux pas leur dire la vérité. Oui, mais ça se comprend, c'est plus honnête. Oui. C'est pourvu qu'elles meurent pendant la nuit, mais qu'elles ne meurent pas chez moi. Oui, ça je comprends aussi. Et votre père, il aimait parler de médecine? Il aimait parler de son travail? Je crois pas. À la maison, je crois pas. Je crois pas. Peut-être pour lui, j'en sais rien. Et vous avez vu, du coup, on est en pleine période où on pourrait entendre les scientifiques, en fait, et on entend surtout beaucoup de fonctionnaires qui nous disent qu'il ne faut pas qu'on fasse pour attraper, là, vous voyez, j'ai le masque, on ne sait pas serrer la main, on met du désinfectant, mais peu de personnes nous parlent de la maladie comme d'un événement véritablement. On y dit comment être prophylactique, comment faire attention,
mais pas de quoi est faite cette maladie. On ne nous dit pas ce que c'est que cette maladie, en fait. Ben non, parce qu'ils ne savent pas. Ils en sont comme moi. Est-ce une matière ou est-ce ou du vivant? Mais qu'est-ce qui empêche de parler? C'est si on ne sait pas, c'est pas grave. En tout cas, du vivant. Donc il est comme nous. Mais voyez, vous dites... Peut-être qu'il nous aime bien. Peut-être qu'il nous aime bien. Comme disait Sacha Guitry, il est contre. Mais tout contre. Tout contre, ouais. Je suis contre les femmes, mais tout contre. Ouais. Mais depuis quand est-ce qu'il faudrait savoir, en fait, pourquoi les scientifiques devraient savoir pour en parler? Les artistes n'arrêtent pas de travailler sur des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent pas, pour essayer de trouver. Peut-être que s'ils parlaient plus, ils trouveraient, les scientifiques. Un peu, mais pas autant qu'ils le disent. Un peu, oui. Un peu, je ne suis pas contre, mais un peu. Quand on a trouvé la pénicilline, juste après la guerre, il a fallu la guerre pour trouver la pénicilline. Donc, si on dit ça à un médecin classique ou comme ça, ils disent « ouais, vous plaisantez, c'est Godard, il plaisante. » Et voilà. Mais vous voyez, je vais me risquer un parallèle. C'est comme la mémoire, je disais à un médecin, un genolier qui m'a à un moment sauvé la vie. Anne-Marie n'y croyait pas. Et moi, je n'avais pas très envie, mais Anne-Marie avait envie. C'est elle qui a décidé, j'en étais content. Et je lui disais qu'avec l'âge, je perdais la mémoire des mots, ce qui n'a rien d'extraordinaire, mais je perdais la mémoire de l'instant. Mais une mémoire plus profonde d'avant, celle-là je l'avais, mais plus profonde. Et par exemple, quand je vais à la COP, acheter quelque chose, je vois ce que je vais acheter. Je ne me fais pas de liste, mais je vois le parcours que je vais avoir. Qui est lui pensait que c'était une plaisanterie de moi, que je ne savais pas les mots poire, pomme, fromage. Non, je voyais. Ou s'il y avait un mot, il venait après. Et du reste, quand j'arrivais à la COP et que j'avais le mot, je ne me souvenais plus. Et vous voyez le parcours que vous devez faire, le cheminement. Le parcours, et si je vois la poire, je dis, ah, oui, c'est ça, voilà. Mais pas plus. Mais si est venu le mot poire, je l'oublie et j'achète pas la poire que je voulais. Et c'est quelque chose qui vous angoisse ou qui vous laisse au contraire dans un grand pas paix? du tout, c'est plutôt un réconfort. Oui, oui. Par rapport à ce que vous disiez sur les scientifiques, mais vous voyez ici, on est à Rolles, tout près de là. Pendant longtemps, les scientifiques, c'était aussi des explorateurs, des aventuriers. À Aubonne, il y avait Alexandre Yersin, qui est parti, qui a découvert le bacille de la peste, mais c'était un aventurier d'abord. Et pendant longtemps, les réalisateurs, les cinéastes, étaient aussi plutôt des aventuriers, des gens qui partaient avec des scénarios qui n'étaient pas aussi formatés que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Et qu'on trouvait peut-être plus de choses parce qu'on partait un peu en vadrouille. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on aurait peut-être plus de solutions de trouver un remède à la crise si on confiait toute cette affaire à plutôt des aventuriers plutôt qu'à des scientifiques? Comme le cinéma s'en sortirait mieux avec des aventuriers, peut-être. Oui, bien sûr, mais on est trop peu nombreux. Et comme on est en démocratie, c'est la majorité qui en bonne démocratie, c'est la majorité qui dirige. C'est qui le on est trop peu nombreux? Ça, un peu les aventuriers, d'autres trucs qu'il y a toujours eu dans le cinéma, mais le cinéma, à un moment donné, a eu aussi des classiques qui dirigeaient mieux que des aventuriers. Oui. Pour moi, c'est la langue, parce qu'on se dit quelque chose, on n'arrête pas de se parler, ou comme ça. Quand vient le soir ou le temps des rêves, on passe pas facilement, si on est un peu conscient, au rêve comme ça.
ça passe par des tas de phrases où on n'y arrive pas et on s'embourbe dans ceci et comme ça. Et puis à des moments, si on est très fatigué, ça va. Mais non, c'est pas les rêves. C'est marrant. Le sort qu'on fait à Freud aujourd'hui. En France, ils l'ont supprimé Oui. de l'éducation nationale. Oui. Et moi, je les Et soupçonne. du reste, Freud, quand il est arrivé en Angleterre, avec un cancer à la mâchoire, sur son passeport, il y avait mis, car il était viennois, et ça avait été conquis par Hitler, on a mis Alien Stranger, ennemi étranger. Ça, c'est la langue. Mais si les Français font un sort à Freud, c'est parce que justement il était beaucoup plus dans les images et qu'ils ont leur héros national qui est Lacan, qui est dans les mots pour le coup. Il était dans les deux. Oui, mais Lacan, il fait des images avec ses mots. C'est quelqu'un qui souhaite autre chose aussi. C'est pas un mauvais. C'est un très bon. C'est pas un mauvais bougre. C'est pas un mauvais bougre. Je disais. Et ça, je crois tout à fait que les vrais. C'est Joyce, c'est très difficile à lire. Joyce, il faut savoir vraiment très très bien l'anglais. Et ils en avaient fait une traduction en France par Valérie Larbaud, quelque chose d'autre. Ça n'a pas de sens, comme ils disent. Mais pourquoi vous pensez qu'on fait un mauvais sort à Freud maintenant, en France, particulièrement maintenant? Parce qu'il ferait du bien. Que ce soit pour Israël, Palestine ou tas de choses, on va pas relire Moïse et le monothéisme ou un malaise dans la civilisation. Ouais. Ou comme ça, c'est-à-dire lentement des fois, à haute voix. On ne lit plus à haute voix petit. Moi, par mon grand-père, on a appris à lire à haute voix. On lisait à haute voix un peu en famille. Ça, c'était mon grand-père maternel. C'était pas mes parents. Et c'est quelque chose qui est toujours très présent dans votre travail. Oui, qui est resté. On voit les acteurs lire. Même si on ne le fait plus, on pourrait. Si on adapte un roman, on peut faire lire des personnages assis qui lisent. Mais il faudrait qu'ils parlent comme Guillemin, comme l'autre, ce qui n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre, dans le fond, dans les écoles de cinéma, puisque les étudiants de l'école nous écoutent. On devrait leur faire lire à haute voix. Je ne sais pas ce qu'ils apprennent. Mais est-ce qu'ils devraient apprendre à lire à haute voix? À l'époque de la Nouvelle Vague, oui. À l'époque, s'ils veulent devenir acteurs, oui. À l'époque de la Nouvelle Vague, je pensais qu'il fallait enseigner, ce qui était un plus pour moi à l'époque, c'était qu'il fallait enseigner le cinéma dans les universités. Oui. Aujourd'hui, où il faut, en France, bac plus, je ne sais pas combien, pas comme ça, plus partout, l'école, tout ça. Je dis, il faut renvoyer tout le monde, rester chez vous. Et... En même temps, vous savez, je me dis, voyez, là on est en train de parler, et tout le monde peut commenter ce qu'on est en train de dire. Les étudiants, la grande différence qu'il y a peut-être au moment où vous faites du cinéma, quand vous commencez à faire du cinéma, même moi qui est une autre génération, mais malgré tout, les films étaient vus et commentés par peu de personnes. Aujourd'hui, les étudiants, leurs films sont vus sur des plateformes où tout le monde commente. Et les écoles, c'est peut-être le dernier endroit où ils peuvent faire des choses où le jugement n'est pas immédiat, c'est-à-dire où il n'y a pas immédiatement, en fait, dans le fond, les commentaires, les likes, les pouces en haut, le pouce en bas. Les écoles, peut-être pendant longtemps, elles étaient coercitives, et j'ai l'impression que c'est le dernier endroit où on n'est pas jugé. Alors que là, quand on parle, peut-être les étudiants, plein de gens envoient des commentaires pour dire qu'on est bien, pas bien, que c'est juste, faux, qu'on se trompe. Alors les écoles, elles permettent d'avoir un endroit où il n'y a pas ce jugement-là. Moi, j'en ai pas fait non plus, mais... Ça vient de Yves Yersin. Oui, ça vient de Yves Yersin. Ah, Ouais. oui, je le connais autrefois. La même famille que l'explorateur d'Aubonne, qui a découvert le bacille de la peste. Ah, je ne savais pas. Ouais. Ah oui.
Donc c'est peut-être le dernier endroit où on est un peu, où on peut avoir le droit de faire des films qui sont vus, qui ne sont pas jugés par tout le monde, qui partent pas directement en inquisition. Peut-être. Hein. Mais pourquoi vous pensez que ça devait être à l'une? Est-ce que Francis Rosser a été dans une école? Non. Oui, mais pour moi, Francis, qui est très très malade. Oui. Très très malade. Ouais. Je l'ai vu encore pas il n'y a pas longtemps. Ouais, mais j'espère qu'il ne va pas passer, mais il a plus beaucoup de... Mais pour moi, je ne prenais pas contre vous, Fabrice non plus. C'est le seul cinéaste suisse qui n'a jamais quitté la Suisse, qui s'est intéressé au monde un peu, mais c'est le seul cinéaste suisse qui a les pieds dans l'eau ou le pied dans les montagnes, et comme ça, les autres, ils sont suisses comme ils sont, puisqu'ils sont dans ce pays-là et qu'ils ont un passeport. Francis, s'il n'avait pas de passeport suisse, on pourrait dire que c'est un cinéaste suisse. Je suis d'accord avec vous. Même vaudois, vous ne croyez pas? Vaudois, même. Vaudois, oui. Il a un côté Audelaire aussi. Oui. Des choses comme ça. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Il a d'ailleurs un projet sur Audelaire, d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Et vous avez ce qu'on vous dit, c'est le seul, vous n'êtes pas un cinéaste suisse, vous? Non, moi je suis français. Ouais. Passeport suisse, mais français, vaudois. Une révolte de soldats suisses contre leurs supérieurs bernois. Oui. Et qui a été sévèrement réprimée. Et ceux qui sont restés, Michelet raconte bien ça, ils ont été accueillis par des révolutionnaires bretons qui leur ont donné des uniformes de la garde nationale française. Le drapeau vaudois comme la couleur de votre... Et il y a une phrase de Michelet qui dit, je ne sais plus où elle est, et j'ai toujours pensé, même avant Michelet, que le canton de Vaud devrait être une province française. Voilà, avec la Savoie, c'est tout. C'était le même ensemble d'ailleurs, pendant longtemps les Savoyards étaient là, on était en Savoie ici. Ouais. Mais je vous ai apporté, du coup, je vous laisserai une toute petite reproduction d'un manuel à l'usage des libraires et des bibliothécaires vaudois, justement, fait par les Excellences de Berne, qui leur demandent non seulement de corriger et de contrôler leurs ouvrages en français et en allemand, et de déposer toutes les littératures étrangères qui seraient importées dans le canton de Vaud, ils vont déposer un exemplaire à Berne pour pouvoir la contrôler et la censurer. Donc pendant longtemps, c'était certes des francophones, mais qui étaient tenus par le joug de la censure germanophone. Juste quand vous... Après, on va vous laisser continuer à travailler. Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Mais je sais que vous travaillez parce que... Oui, mais j'ai fini. Voilà. Vous êtes en train de travailler avec Fabrice, hein. Vous êtes en train de travailler sur un nouveau film. Non, de faire la brochure, de faire le scénario, enfin d'imprimer le scénario. On en est à la moitié, c'est-à-dire de fixer sur quelque chose. Mais vous voyez, c'est de plus en plus, là, quand vous parliez de... J'ose montrer juste ça, ce qu'il y a sur la table, ou ça vous embête? Je vous montre juste ce qu'il y a dans la pièce, parce qu'on a plutôt l'impression d'être... Vous avez commencé par faire de la peinture, on a l'impression qu'on est chez un peintre, plutôt. Il y a des découpages par terre. Tout petit, j'en ai fait un peu. Il y a des crayons de couleur, il y a des... Ouais. Et donc, du coup, là, vous découpez parce que c'est ce qui va servir, en fait, dans le fond, à faire le scénario. Qui sera le film scénario. Des images possibles. Je le mets comme ça. Et on voit Fabrice qui est effectivement caché en... qui est derrière nous. Oui. Je vous remets droit parce qu'on s'est reconnecté, on s'était déconnecté. Mais quand vous dites
que vous parlez de Francis Rosser et que vous parlez de son travail. Vous restez en contact avec des cinéastes de cette génération? Francis, vous continuez à le voir, à lui parler? Non. C'est le seul parce que c'était l'ami d'Anne-Marie quand j'ai un an. Et Anne-Marie est restée très amie avec lui. Moi, j'ai connu Anne-Marie et après quand elle vivait sa vie. Non, ce qui m'a réuni Anne-Marie, c'était la Palestine. Parce qu'à l'époque, avec Francis, du reste, il avait fait un film sur la Palestine avant moi, Biladi. Et Anne-Marie transportait des tracts pour Paris et tout ça. Et elle a été comment est-ce qu'on appelle, propriétaire, pas propriétaire, mais directrice de la librairie Palestine à Paris, avant que le garçon soit assassiné. Et des trucs, on est resté assez... Anne-Marie est restée très proche en amitié de lui, et donc moi aussi, on est allé le voir deux ou trois fois. Et comme ça, moi, les films, je suis plus tolérant, et peut-être plus ça, mais c'est autre chose. D'ailleurs, c'est si autre chose. je dis aux... J'aimais bien un de ces films, tout au début, qui s'appelait un film en chantier. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Francis Rosser, vous pouvez découvrir Seul, son film qui s'appelle Seul, qui est en ce moment sur le site de la Cinémathèque suisse et qui, pendant le temps de la crise, qui est en libre accès, donc si vous voulez voir Seul, en version restaurée, il est disponible sur le site de la Cinémathèque suisse qui l'a mis en ligne, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore le cinéma de Francis Rosser. Les étudiants, par exemple. Oui, mais moi, je ne sais pas voir... quand c'est en ligne, je ne sais pas. Oui. Je demande à quelqu'un de me faire un... Mais je dis que pour les je dis pour les autres. De me faire un DVD, Fabrice, vous me prêtez. Vous avez par contre parlé d'Anne-Marie Méville et elle vous a filmé plusieurs fois comme acteur dans ses films. Oui, parce qu'elle a trouvé d'autres qui n'allaient pas. Moi, j'ai été remplaçant au service avec plaisir. Et vous étiez quand même assez formidable dedans, à regretter presque que vous n'ayez pas été plus acteur que ça dans les films des autres. Vous êtes très drôle dans le film avec un comique de situation oui, qui est... j'aime bien un sous-comique, enfin, qui n'est pas tatique et d'autres, tout à fait exagéré. C'est plutôt un comique marionnette, si vous voulez. À la Buster Keaton, un peu boudeur, un peu désabusé. Ah non, parce que ça, c'est elle qui... Il fallait être comme elle me disait. Et comme c'était elle, je dirais, j'aurais pas... Je ne sais pas si je l'ai accepté une fois pour quelqu'un d'autre, mais je n'aime pas. Je crois pas, mais vous êtes vraiment dans le film, vous êtes assez formidable, hein, et il y a quelque chose de très drôlatique, et je me disais, mais est-ce que vous auriez souhaité plus souvent être comme acteur? Pas du tout? Non, le plus difficile, c'est quand il a fallu pleurer. Oui, vous êtes assis sur un lit et vous pleurez. Oui. Oui. Et comment vous avez fait? Ça, c'est Anne-Marie qui m'a bien dirigé. Elle m'a dit pleure. Et ça vous a rendu... ça a changé votre regard sur les acteurs après avoir joué vous-même? Non. Pas du tout. Non. Vous êtes, au contraire, vous êtes dit, c'est vraiment... Parce qu'on se dit souvent, dans les écoles, pour revenir à l'école, on dit aux jeunes réalisateurs, il faut que vous jouiez une fois pour voir à quoi est-ce que ça fait, en fait. Peut-être. Mais vous n'allez pas tirer un enseignement Non. particulier sur Non. votre travail. Et Anne-Marie Méville, elle dirige les comédiens comme vous le faites vous, c'est très différent dans la méthode. Non, c'est beaucoup plus en douceur. Par la persuasion, il y a un certain climat. Et puis les acteurs donnent pour faire ce qui a été demandé, parce que sinon ils ne savent pas. Non, le plus dur, c'est d'apprendre les dialogues, je trouve. Ce qui est de l'écrit, ce qui repasse par quelque chose qui est de l'écrit et qui est pas... C'est comme d'aller au supermarché
et de réfléchir aux poires plutôt que d'y aller en allant les chercher en tant qu'objet. C'est venu après, parce que ça, il y a quand même 20 ans. Mais d'apprendre par cœur, non, ça me gênait. Ça me gênait. Et c'est quelque chose que vous demandiez, vous, aux comédiens, d'apprendre par cœur? Vous parliez beaucoup en direct, souvent pour les dicter en direct. J'en sais rien. Oui, mais des fois, je leur soufflais le dialogue par un micro HF, etc. Alors, avant de vous laisser continuer à travailler, vous pouvez juste, si vous êtes d'accord, vous m'avez expliqué que vous êtes en train de travailler sur un projet qui est lié à de la musique, un rapport avec la musique. Ben, il y aura de la musique, et puis après, si ça doit se terminer, hein, il y aura de la musique comme j'en mets dans un film, qui en général à peu près toujours les mêmes musiques, la musique de l'éditeur allemand, ECM, Manfred Eicher, toujours ça, plus une ou deux autres. Et puis, dans le petit film, où on ne fait que raconter le projet, mais de l'imaginer un peu en scène, ce qui est complètement inventé, puisque j'imagine que la directrice de l'Opéra Bastille, c'est la reine de Saba. Alors donc, ensuite on peut faire, c'est du Méliès presque, on peut faire beaucoup de choses. Alors à ce moment-là, la musique sera, pour le scénario sera la musique venue de l'opéra. Des choses connues comme Bizet, L'amour est enfant de Bohème, ou des choses comme ça. Et puis après, dans le film, il y aura là, de temps en temps certainement, comme je fais dans mes films, de la vraie musique. Un peu de la musique de film qui n'est plus celle que je faisais il y a 40 ans. Et puis, dans l'opéra, c'est une musique à faire. Par un musicien à trouver, etc. Mais ça, ce sera quelque chose qui sera relativement nouveau, parce que vous avez beaucoup fait composer avant, mais depuis les dernières années, vous faisiez plutôt de l'emprunt musical. Oui, voilà. Là, il y aura de l'emprunt et de la création musicale. Si ça se fait à l'opéra, oui. Et vous avez déjà une idée d'avec quel musicien vous voulez travailler? Pas du tout, je ne connais pas. Je n'ai aucune idée. Mais vous avez un peu en tête quel genre de musique ou pas du tout? Non. Ouais. Il peut y avoir de temps en temps un air classique qui rappelle, pour les besoins de la chose, qui rappelle qu'on est dans un opéra, mais après il faut que ça soit autre chose. Car l'opéra, j'en ai vu qu'un dans ma vie, mais j'ai l'impression, quand je regarde Google, c'est trop, même si c'est moderne, c'est trop classique, ou on veut faire moderne, etc. Ce qui n'est pas le cas. Il doit y avoir un côté plus battleur. Battleur, ça c'est le musique terme, moderne, mais sur un battleur. Très bien. Je rappelle juste quand même, parce que je le dis pour les étudiants de l'ECAL, mais aussi parce que je sais que d'autres personnes évidemment sont en train de regarder, que le livre d'images, donc votre dernier film, il va y en avoir comment est-ce qu'on pourrait dire, une exposition à Nyon cet été dans le cadre du festival Vision du réel, qui alors là, je me retourne du côté de Fabrice surtout, qui aura lieu donc pendant l'été, on ne sait pas encore quand, puisque tout le festival est en train de se déplacer, qui serait une possibilité de voir en fait tout le dispositif démonté, c'est ça, c'est-à-dire les sons, les images, organisées de façon différente que de façon linéaire dans le film. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer, Fabrice? Ouais, c'est un peu le film d'effet, quoi, qu'on puisse se le refaire, que le visiteur, voyageur, se refait le film, que moi qu'on aurait redéfait, quoi. C'est un peu comme réouvert, ou un peu comme vous travaillez avec un film, là on a travaillé de nombreuses semaines sur le film, où on s'arrête parfois sur un plan pour lui changer la couleur, et machin. C'est un peu ça, d'avoir cette approche-là, de pouvoir d'être séparé de l'image et du son, et de pouvoir voyager dans le film, et que chacun puisse faire du film le sien, quoi. Enfin, de faire sien le film, plutôt.
Et il y aura aussi la possibilité à l'automne de pouvoir revoir le film, pour ceux qui ne Et l'auraient voir pas vu, complet, voilà. de Ça voir revient- complet tel En fait, qu'il c'est le même était. film. Hein. C'est la même bien chose. sûr, L'un, ouais. il est sur un écran où il est sur 40. Et ce sera cet été au Château de Nyon. C'est une ville où Ouais. vous avez grandi d'ailleurs. Vous avez fait partie du ski club de Nyon, non? Non, l'équipe de football minime. Ah oui. Moi, je me souviens que quand j'avais dû travailler, je ne sais plus pour quelle raison, sur la ville de Nyon, il y avait un historien qui s'occupait du ski club et qui me disait que vous étiez vraiment, vous lâchiez enfant, vous n'étiez pas du tout sage quand vous montiez le remont de pente, vous lâchiez la perche avant d'arriver au sommet de Saint-Cergue où je ne sais pas où vous alliez faire du ski. Voilà, je ne sais pas. Ah, Saint-Cergue, Saint-Cergue. À Saint-Cergue, je À pense. la Gévrine, oui, Oui. j'ai bien connu. J'ai fait presque tout mon collège à Nyon, tout à fait. Voilà, ce sera cet été dans le cadre du festival Vision du Réel. Espérons. Voilà. Espérons qu'on ait le droit de se Voilà. réunir et d'y aller, de se Ouais, mais rencontrer après, encore. une seule personne peut y entrer, ça suffit. Hein. Oui, c'est Comme vrai, ça, ouais. l'une après l'autre. quoi. Très bien. C'est- Ouais, une après l'autre, c'est vrai, on pourrait Ouais, passer bien les sûr, uns on après peut. les autres. Ouais. C'est vraiment pour faire une expérience personnelle, Ouais. comme on l'a quand on monte le film ou quand on travaille dessus. Quoi. Mais après, il y a des questions des étudiants Elles arrivent par flow, mais comme c'est un peu, comme je les ai pas regardées parce que je vous ai écouté, Ah. vous voyez, je me suis dit, je vais pas vous les poser. Bah, allez, la première qui arrive. Ouais, ça m'est égal. Là, elle est en japonais, j'aurais demandé. Oui, il y avait un étudiant qui avait posé la question sur les réseaux sociaux, parce qu'il disait, c'était Axel Besançon, qui est un étudiant de deuxième année, qui fait un documentaire, et il demandait effectivement si... est-ce que vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez? Pas jamais. J'y suis pas, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand vous regardez toujours la télé sur un écran de télé, pas sur votre ordinateur. Vous la regardez vraiment, Oui, encore, chacun à sa place. ouais. Pourtant, vos images à vous, elles sont sorties du cinéma pour aller au musée, mais vous regardez la télé là où elle doit faire, c'est-à-dire sur son écran. Ben, c'est un organisme d'État social, ou sociétal, comme ils disent en France. Je ne sais pas pourquoi. Plutôt que dire social, ils disent sociétal. Avec cette idée, malgré tout, qu'elle est publique, donc elle va sur un écran qui lui est destiné. Peut-être. Ouais. Peut-être. Oui. Et il y avait une question d'un étudiant qui disait, mais dans le fond, est-ce que vous, cette crise, c'est quelque chose qui vous inspire pour votre travail, la crise qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous en ferez quelque chose un jour dans votre travail? Ben, certainement un petit peu. Il aura une influence, pas directe. C'est un peu trop tôt pour faire sur cette crise-là, ou comme ça, mais elle est là, donc le mot virus devra être prononcé quand même une ou deux fois avec ce qui va avec. Le virus, c'est de la communication. Là, ce qu'on fait, c'est pour moi, il y a ça. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir de ça. Mais que peut-être on n'arrive pas à bien en vivre. Oui. Et du reste, que les questions qui seront posées, ce sera juste des questions sur moi et non pas des questions sur le travail. Oui. Alors, les scientifiques, au début, ont quand même l'avantage, c'est qu'ils communiquent entre eux de leur travail. Mhm. Les artistes, assez peu. Mais sinon, c'est toujours l'auteur. Quand on a... Et votre génération, on est un peu responsable de ça, non? D'une certaine façon. Quand vous écriviez au cahier... Oui, mais c'était dans un but très précis. C'était la politique des auteurs. C'est de dire par rapport aux producteurs, aux sociétés de production qui pensaient que l'auteur d'un film, de même qu'il y avait des auteurs de livres, il y avait des auteurs de films, et que c'était le scénariste, ou les scénaristes. Et nous, on a dit non, c'est le metteur en scène, qu'il soit bon ou mauvais. Et on a fait une liste des bons, une liste des mauvais. Mais voilà, c'est tout. Mais dans cette idée noble... Ensuite, dans cette idée-là, je le pense toujours, mais il n'y a pas besoin de penser
il n'y a pas besoin de penser auteur avec tous les droits, les prérogatives et les célébrations qui vont avec lui. Mais vous l'aviez Et pas même vu. à des moments, il faudrait mieux qu'il y ait un bon producteur et un bon auteur et qui se partagent. Mais si vous n'aviez pas dit à l'époque que Fuller, que... À l'époque, on était en Fuller. Oui, mais si vous n'aviez pas... Aujourd'hui, non, c'est un auteur moyen. On peut pas. Il y a des degrés. Nicolas Ray aussi. Ouais. Il a fait d'autres qu'on célébrait beaucoup, même des inconnus, même des gens qui faisaient ce qui s'appelait à l'époque les films B. Les séries B. Voilà. Mais s'il n'y avait pas eu en fait dans le fond cette chose-là, peut-être que Hitchcock ne serait pas devenu un auteur et sa carrière Ça se serait se peut-être peut. mieux portée, peut-être. Non, mais il a eu une belle carrière, c'est normal qu'à la fin ça s'effiloche un peu. Mais effectivement, c'est la politique des auteurs qui a lancé les gens comme Hitchcock et qui sont devenus aujourd'hui, il y en a deux ou trois, il n'y a qu'à regarder. Regardez, mais les trois quarts ne sont plus des auteurs. Mais certainement, un jeune homme qui fait son premier film, il se pense comme auteur au sens social ou sociétal, comme Les Français. disent les Français. Il se pense auteur. Et est-ce que vous avez l'impression presque que cette chose-là, c'est... Ils se pensent auteurs. Ils font une différence alors qu'on n'en faisait pas. Nous, entre documentaire et fiction. Oui. On a célébré Jean Rouch au même titre qu'Hitchcock ou que Griffith. Et ça, c'est venu de Langlois aussi, de sa façon de projeter les films. Pas parce qu'ils étaient célèbres, parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Mais est-ce que vous avez l'impression presque que cette politique des auteurs, à vous, au final, maintenant, elle vous... On a même défendu comme auteur des mauvais films. Oui. Pour moi, il y a un seul film où Becker était vraiment auteur, c'était Touchez pas au Grisby. Oui. D'autres films, pas du tout, Goupé moins rouge ou quoi, Arsène Lupin, et même, par exemple, Montparnasse 19, où il avait remplacé Ophuls. Et j'avais fait un critique qui lui avait fait de la peine, parce que j'avais dit c'est bien parce que c'est mauvais, et qu'il a osé faire mal. Mais quand vous dites, évidemment, on parle beaucoup du coup, on parle de vous en tant que personne et pas tellement du Par travail. exemple, il n'y a pas beaucoup. Pour moi, Chabrol n'a jamais été un auteur. Mhm. Il était à part. Il n'y a eu que Truffaut, Romer et Rivette et moi. Et 3 ou 4 petits qui sont plus petits, qui sont comme la femme de Claude Néjard, Paul Delsol, qui avait fait un trop joli film, mieux qu'Agnès Varda, je trouve. Mais Agnès a fait, au début, moins, mais elle a fait 2 ou 3 bons films. Selon nous. Mais vous, quand vous pensez à auteur, c'est pas forcément une notion qualitative, c'est un statut. Non, c'est un statut, et puis c'est venu de Beaumarchais. Oui. Qui voulait faire payer l'auteur du livret aussi bien que les acteurs, puisque c'était surtout les acteurs. Mais comme par exemple, vous trouvez que le mot cinéaste, il est synonyme de réalisateur ou rien à voir? Ou Je d'auteur? trouve les deux mots pas bien. Ouais. Et auteur plus valable aujourd'hui. Et puis l'idée de metteur en scène? Après tout, c'est encore mieux, mais c'est un peu long comme mot. Ouais. C'est pas director, comme chez les anglo-saxons. Directeur est bien, Ouais. sauf que les 3 quarts ne le sont pas vraiment.
Mais c'est vrai, il y en a qui ont vraiment été. Lubitsch était vraiment un directeur. Un directeur, oui. Et puis l'idée d'architecture, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui construisent, puis des gens qui habitent les maisons. J'ai l'impression que vous avez construit un peu de la maison cinéma. Puis après, il y a des réalisateurs, et c'est pas qualitatif, qui les habitent plutôt, c'est-à-dire qu'ils occupent les pièces, qu'ils les occupent mieux que d'autres, des fois. Puis il y a des gens qui ont fait grandir cette maison cinéma, puis peut-être que vous en faites partie. Des gens qui ont ouvert, fait tomber des murs, ouvert. Vous vous voyez comme ça ou pas du tout? C'est une projection de ma part. Ou est-ce que vous... Vous voyez, vous dites Rivette, je trouve que Rivette, il a donné de la liberté à beaucoup de personnes en faisant son travail, comme vous aussi. Puis après, il y a des gens qui sont des gens qui habitent les pièces qui ont été définies, et plus ou moins bien. Je pense que quand vous parlez de Fuller, je pense que c'est quelqu'un qui habite bien la maison de cinéma, qui l'a remplie complètement. Même peut-être des gens comme je sais pas, plein de cinéma, et Hitchcock a, comme vous, ouvert un peu une partie. Plutôt des architectes. Beaucoup parlé de peinture, mais on n'a pas beaucoup parlé d'architecture. Là, peut-être. Je crois qu'on n'y pensait pas. Hawks, pour moi, est un meilleur cinéaste que j'emploie encore ce mot, mais c'est un meilleur cinéaste que Fuller. Fuller a une certaine passion et quelque chose. Souvent, leurs premiers films sont, pour moi, sont préférés à leurs derniers. Mais est-ce que meilleur, c'est un sens, en fait, dans le fond, meilleur ou pas? C'est comment ils se sont... Non, mais on peut dire mieux, je sais pas, mieux fait, comme Delacroix quand il reprochait à Courbet de ne pas savoir faire une épaule. Oui. Voilà. De moins bien exécuté. Oui, c'est ça. De moins bien exécuté. Comme il y a des meilleurs médecins que d'autres, sans doute. Ben, forcément, le diagnostic, c'est quelque chose. Je sais pas si... Le côté médecin, c'est quand on fait un film, pouvoir poser un diagnostic aussi sur ce qu'on va faire, ce qu'on va laisser faire et ce qui arrivera. Un vrai diagnostic. Il a ça, ça peut devenir ça. Il faudrait mieux que ça devienne ça, mais si ça devient autre chose, c'est peut-être... Enfin, tout ça. Mais il y a ce côté médecin, oui. Je crois que j'ai eu assez tôt. Et juste pour terminer, vous avez parlé de Romer, vous avez évoqué son nom tout à l'heure, parce qu'on a parlé du langage aussi. Et c'est pas quand vous êtes en train de réfléchir, et vous continuez à réfléchir à cette histoire, à cette idée de langage, de la langue, vous avez parlé de la langue commune. Est-ce que dans le fond, Romer n'était pas une des personnes qui était le plus proche de ses préoccupations avec vous, dans ce groupe, non? Ça, j'en sais rien. Je crois pas. Je crois pas. J'étais beaucoup plus proche de Rivette. Mais Romer, je l'ai connu surtout un peu avant la nouvelle vague. C'était un d'autres gens avec lesquels on a vécu presque ensemble, presque en même temps, tous les jours. Même femme, et des choses très, très différentes avec les autres. À la fois plus près par la vie, et puis Romer. C'était un prof dont la famille, personne ne savait qu'il s'intéressait au cinéma. J'ai connu quand il écrivait ses premières chroniques pour les temps modernes. Oui. Et après, ça s'est plus effiloché. Je l'ai rencontré de nouveau tout à la fin de sa vie, quand on habitait à Paris, la même maison que lui, le même appartement où il y avait les films de Losange. Voilà. Il vous manque toutes ces personnes avec lesquelles vous avez travaillé? Oui, beaucoup, parce qu'on parlait beaucoup. Maintenant, quasiment plus. On parle des films, quand il y a un film à faire,
on connaît, en dehors, plus différent. Bon, au fond, non, c'est pareil, parce qu'on personne, sauf un peu avec Romer, on parlait avec Truffaut et Rivette, pas du tout de la vie personnelle, si on peut dire. Ça, on sait pas. On apprenait des choses, mais c'est tout. Et de les avoir travaillé quand ils travaillaient en même temps que vous. Non, mais on allait beaucoup au cinéma à l'époque. Oui. On allait beaucoup, chacun à sa manière. Rivette, il pouvait rester un après-midi à revoir les films 4 fois. Moi, je voyais 4-5 films par jour, des bouts, c'était une autre manière de faire. Oui. Vous regardez des bouts de films. C'était une équipe quand même. C'était une équipe, même Chabrol quand même. Mais même quand vous êtes vous revenu ici, dans le fond vous étiez moins en contact avec eux. Ah, après plus du tout. Mais de savoir qu'ils continuaient. Depuis longtemps. Oui. Depuis longtemps. Mais de savoir qu'ils continuaient de travailler, est-ce que c'était important pour vous, par exemple, le fait qu'ils soient plus du tout là maintenant, qu'il n'y aura plus de films d'Éric Rohmer? Moi je voyais leurs films, soit en salle, soit maintenant après en DVD, je suivais comme ça. On a gardé un peu un contact avec Rivette parce qu'on avait fait une discussion pour un film qu'Anne-Marie voulait faire qui s'appelait les quatre... parce que j'ai mis un peu dans mon film, je me souvenais qu'il y avait une actrice qui venait du Mercury Theatre, l'équipe de Wells au Mercury Theatre, et qui s'appelait Agnès Mourad, et qui joue la tante, et qui à un moment, elle a une crise de larmes. Et je voulais me réécouter la crise de larmes, le son de cette crise de larmes, et j'ai regardé un bout des Anderson jusqu'au moment où j'arrive à cette crise de larmes. Voilà. C'est des pièces historiques, c'est de la, comme j'ai dit dans le livre d'images, c'est de l'archéologie. Et c'était aussi fort que votre souvenir, cette crise de larmes? Oui, ah oui, il y a certains trucs comme ça. Vous avez retrouvé ce que vous cherchiez quand vous l'avez revu? Tout à fait, tout à fait. Des fois, on trouve, on s'imagine, ou un mouvement de caméra dont on a parlé, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Puis il y a des moments, c'est vraiment ça. Là, c'est sûr, vous la regarderez si vous voulez. C'est dans une dispute avec